Alors effectivement, moi je considère que c'est une absolue catastrophe cette mesure parce qu'elle est faite à la hache. C'est-à-dire qu'elle ne fait absolument pas la part des choses entre les diverses activités qui concernent les auteurs quand ils vont à la rencontre de leur public. Quand il s'agit de prévoir une intervention à l'avance, de faire une conférence, de faire un atelier d'écriture, de faire des choses qui nécessitent une préparation en amont qu'un festival demande, qui sont donc en un sens une sorte d'événement. Je pourrais faire la comparaison, mettons si un festival invite des musiciens qui vont faire un concert, ces musiciens vont être rémunérés pour une prestation. Quand il s'agit de faire une prestation du genre, atelier et tout, etc., une rémunération est tout à fait compréhensible, naturelle, et c'est d'ailleurs ce qui se fait déjà, puisqu'il s'agit là d'apporter une activité, une préparation qui est haute. Par contre, s'il s'agit de venir intervenir, comme là, ou comme dans beaucoup de festivals, et notamment les festivals de l'imaginaire donnent beaucoup la parole aux auteurs, et c'est extrêmement précieux et très important pour nous, ça s'apparente tout simplement à une interview, en fait. C'est-à-dire qu'on vient parler de nos bouquins, on essaie de le faire de façon un peu rigolote, et de façon à ce que vous ne vous endormiez pas dans les rangs, mais on vient simplement parler de nos bouquins, on vient parler de ce qu'on fait. Personnellement, je ne me fais pas payer quand on me propose une entrevue. Au contraire, je pense que vouloir faire un espèce de calcul qui consiste à dire si vous venez parler de vos bouquins, c'est autant de temps que vous ne passez pas à écrire, c'est un calcul qui est purement comptable et qui, à mon avis, est myope sur la nature de la culture, sur la nature du rapport au livre et du rapport au public. Si je me, puis je vais essayer de pas être trop long, mais si je me permets un rapide parallèle, mais avec le milieu de l'édition, la vision comptable et pure de l'édition, c'est de considérer que, fréquemment, ce qui se fait en édition, on se rend compte à peu près qu'on fait probablement 20% du chiffre d'affaires sur 20% du catalogue, environ. La vision comptable, c'est pourquoi est-ce que vous vous embêtez avec 80% du catalogue qui finalement ne fait que votre 20% de votre chiffre d'affaires. Tout simplement parce qu'il y a aussi une mission culturelle, il y a une mission d'élan, d'une collection, etc. Le travail qu'on vient faire, parce que c'est une forme de travail, mais c'est aussi un plaisir. Le plaisir de l'écriture, bien sûr, et de rencontrer et de vous rencontrer. Et quand on vient parler sous un chapiteau de nos bouquins, on n'est pas payé à l'heure. On vient aussi développer une relation, on vient aussi rencontrer les lecteurs, et c'est un travail qui est quand même pas compliqué, puisqu'on vient parler de nous, on a parlé de nos bouquins. C'est être payé pour ça me paraît aberrant. Mais au-delà de ça, à la rigueur que je trouve ça aberrant ou pas, on s'en fout. Là où, pour moi, il y a un énorme, terrible danger qui pèse sur le monde de la culture et sur le monde de la littérature, c'est qu'à partir du moment où on doit prendre des auteurs qui sont, pardonnez-moi l'expression, bankable, puisqu'on fait venir des auteurs qui vont, a priori, rapporter une certaine notoriété au festival, qui va rentabiliser cet investissement. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez plus invité que les gros auteurs et les grands noms. Or, la santé, je pense qu'on est tous convaincus, j'espère, d'ici, n'hésitez pas à râler si ce n'est pas le cas, mais je pense que la santé d'une sphère culturelle, d'un monde culturel, c'est la diversité. Et notamment, c'est de permettre aux jeunes auteurs de pouvoir venir parler aussi de leurs livres, mais un jeune auteur, il faut lui mettre le pied à l'étrier, il faut l'aider à rencontrer son public. Si on fait un investissement en un sens à perte sur le long terme, ça réduit énormément la diversité des nouveaux auteurs qui vont pouvoir aller à la rencontre de leur public, et ça va creuser encore plus l'écart entre grands noms et gros vendeurs, et jeunes auteurs qui se lancent. Et en plus, on arrive à une aberration, une distorsion, qui est que, à mon humble avis, je pense que ces grands noms, je veux dire, je pense que, j'ai rien contre Guillaume Lévy, et contre Marc Lévy et Guillaume Musso, je pense que, j'ai strictement rien contre eux, et je suis très heureux qu'ils vendent autant, je pense qu'ils ont probablement, si on leur paye 300 € une journée, c'est une goutte d'eau, alors que un jeune auteur qui lutte, qui peut-être fait un boulot à côté, pourrait peut-être tirer davantage d'intérêt de cette rémunération. Donc pour moi, c'est une réforme qui est profondément inégalitaire, qui montre une méconnaissance des métiers du livre et qui en plus est une catastrophe pour la diversité de la littérature. J'ai poussé une gueulante sur mon blog là-dessus parce qu'un blog, c'est fait pour. Merci Gabriel de ce point de vue. Jeanne, visiblement, vous partagez un avis tout à fait différent. Vous avez participé, j'imagine, à cette réflexion, à cette négociation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue? Alors c'est rigolo parce que, en fait, je partage beaucoup des bases de départ de Lionel. Effectivement, la communication de CNL sur ce sujet a été, tu n'as pas voulu le qualifier tout à l'heure, on ne s'est pas dit, mais moi je vais le faire comminatoire.
Il n'y a pas eu de consultation des gens concernés, à peine, même pas des auteurs, et surtout pas de ceux qui pourraient éventuellement faire l'échec. C'est quand même assez ennuyeux. D'autre part, je ne parle pas en tant que voix du CELF, là, ici, puisque le CELF est encore en discussion là-dessus. Nous sommes légèrement favorables à l'idée de la rémunération en soi, mais tel que c'est présenté actuellement, effectivement, la plupart des inquiétudes de Lionel, nous les partageons. Et nous les partageons non seulement pour les petits et les gros auteurs, mais également les petits et les gros festivals. Parce qu'à partir du moment où un auteur se retrouve avec comme choix aller dans un grand festival où on va lui donner, mettons, 3 jours de présence, le tarif de la charte, ça va lui faire 900 € à peu près, et le petit festival d'à côté qui aurait été trop heureux de l'avoir, le type qui vide sa plume, le choix est vite fait. Et ça, c'est aussi très problématique. En fait, tout le problème de cette injonction qui nous est faite, c'est qu'elle est faite, comme l'a dit Lionel il y a 5 minutes, à l'arrache. Personne n'a été consulté, sauf le ministère. Et effectivement, je partage les inquiétudes de Stéphanie sur le thème. On va réduire comme ça directement la voilure des festivals et on n'en parlera plus. Alors cela étant, sur le principe, actuellement, en France, il y a des festivals qui rémunèrent leurs auteurs, ce sont les festivals de jeunesse. La plupart du temps, les auteurs jeunesse interviennent pour le festival en classe et sont rémunérés par le Conseil général dans un cadre très particulier, mais autour des festivals, c'est donc pas, ça ne greffe pas en général le budget du festival directement, mais ça fait l'objet pour le festival d'un travail qui consiste à négocier avec les différents intervenants, les collèges, les administrations de l'éducation nationale, le Conseil général lui-même, pour obtenir les créneaux de dédicace, le travail avec les auteurs, etc. C'est toute une infrastructure qui n'est pas forcément connue ni pratiquée par les auteurs de littérature, on va dire générale, que ce soit dans l'imaginaire, enfin je parle des gens, des littératures adultes. Donc ça pourrait être envisagé et travaillé à partir de ce que le CNL aurait pu regarder de près. Par exemple, il y a des structures qui fonctionnent comme ça, pourquoi ne pas regarder comment elles fonctionnent? Au lieu de ça, on a droit au coup de massue pour les festivals de l'imaginaire notamment, et puis point barre, démerdez-vous. Alors du coup, nous, qui sommes globalement favorables à l'idée de rémunérer les intervenants qui modèrent les tables rondes, par exemple, qui ont fait du travail, de rémunérer les collègues traducteurs qui s'occupent de mettre à votre portée ce que disent nos camarades étrangers, de rémunérer ceux qui vont aller dans les collèges, etc. On se retrouve un petit peu dans dans une position extrêmement inconfortable où, pour sauver le festival, il vaut mieux choisir rien et on n'est pas obligé d'avoir tout. Il faudrait trouver un juste milieu et commencer à négocier auprès du CNL a posteriori, puisqu'ils ne nous ont pas laissé le choix comme des tas de choses, sur ces travaux. Après, les jeunes auteurs, c'est un vrai problème, effectivement. Et personnellement, moi, en tant qu'anthologistes, mais aussi professeur, j'ai profondément envie de transmettre le genre. Donc si je ferme en disant « oui, je veux être payé la porte à mes successeurs », j'ai un énorme problème moral qui se pose, voire éthique, carrément. Donc il faut vraiment que, à mon avis, se tourner vers les organisations d'auteurs. Déjà, rien que les dessinateurs, on les fait venir, eux, on dédicace, c'est pas nous, enfin nous les écrivains, on dédicace, bon baiser de Russie, c'est trop gentil d'avoir choisi mon livre, je t'adore, je m'ouvre. Ça j'y arrive très bien, ça me coûte pas cher. Mais je ne suis pas Nicolas Fructus qui est obligé de dessiner un vaisseau spatial, un lustre et 15 héros pour faire plaisir à son client. Tout ça pour 25 minutes de boulot et puis derrière ça recommence et jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et que moi, ma propre dédicace de mon copain Nicolas, je l'ai au café faite avec de la bière. Je déconne pas. Donc, parce qu'il n'avait plus d'eau, donc il a fait sa dédicace à la bière. Donc, pour les dessinateurs, pour les illustrateurs, c'est un énorme problème aussi.
Il va falloir envisager une vraie discussion là-dessus et arriver à gérer tous ces impératifs contradictoires et tout aussi catégoriques. Alors, que ce soit pour les auteurs que j'avais qualifiés entre guillemets de professionnels, dans le sens où ils ne font que ça. Et donc, l'argument selon lequel c'est un faux problème que de dire que pendant ce temps-là, ils n'écrivent pas et qu'ils font leur promo, mais là, c'est mignon, ça te fera de la pub, je dis ça à mon plombier, il est mort de rire. Hein. Bon, donc, pour les auteurs qui ne gagnent leur vie que entre les interventions scolaires et leur travail d'écrivain, c'est aussi un énorme problème. Pour les auteurs plus libres, qui, comme moi, par exemple, je suis professeur, j'en fais du qui travaille dans une autre entreprise volante. Effectivement, la question de la finance est assez accessoire. Hein. Les interventions au festival me payent les restes mécanisés. C'est vous dire si je suis malheureuse. Donc, mais je ne suis pas, je ne suis représentative de mes camarades en tant que présidente là. Et pour le coup, ça me qu'ils aient, eux, la question du sandwich, plutôt que la question de la liste canadienne. Voilà. Merci Jeanne pour cet éclairage vraiment intéressant et ouvert à la discussion. Alain Grousset, vous aviez pris des positions sur un autre dossier il y a quelques années qui avait fait des remous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, alors avant tout, je tiens à remercier ceux qui sont déplacés, parce que c'est peut-être la dernière année qu'on se voit. Soit ils n'ont pas de sous, soit ils nous punissent. Ça dépendra c'est quand même une table ronde un peu chaude quand même. Oui, je voudrais faire un petit rappel avec la Sophia et le prêt du livre. Parce que là, on revient exactement au même schéma. Lorsque le prêt du livre, ça a été une levée de bouclier, moi j'avais signé, Le Monde avait demandé de débuter une pétition, j'avais été parmi les signataires. Et lorsque je suis arrivé dans les médiathèques, j'en ai pris plein la tête. Oui, vous voulez tuer le livre, on ne pourra plus acheter le livre, de toute façon vous voulez pénaliser les enfants pour pas qu'ils lisent, et ainsi de suite. Donc ça a été une levée de bouclier. Ça a été aussi une levée de bouclier parmi les auteurs. Oui, mais moi, non, jamais je ferai payer, rien du tout. Et finalement, ça s'est passé. La Sophia elle brasse maintenant des dizaines de millions qu'elle redistribue. Et j'étais très content de dire à certains auteurs, leur demander ce qu'ils faisaient de leur chèque quand ils le recevaient, parce que vu les prises de position qu'ils avaient fait à l'époque, je pense qu'ils doivent le donner à Emmaüs ou d'autres organisations. En fait, donc, ils gardent des pognon avec tout. Et enfin, j'aimerais titiller peut-être là les organisateurs, parce que moi, je peux vous renvoyer aussi un petit peu la balle. Quid des salons qui font payer le droit d'entrée?